IDFM 98 de la bande FM, bienvenue à toutes et à tous. Un au-delà du miroir avec Johan Dreux qui a été ingénieur et spécialiste en intelligence artificielle, historien des mouvements hermétiques, chroniqueur reconnu, directeur de plusieurs collections dont le Lys rouge. Il a été aussi président de l'Académie des études lotharingiennes, animateur de plusieurs colloques en 1999 pour le centenaire d'Eugène Cancelier et à la Sorbonne et à Bourges en 2014. Il va nous parler de 2 volumes consacrés à Fulcanelli. Johan Dreux, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir plutôt, oui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette Académie des études lotharingiennes ? Ah, la Lotharingie, c'est un vieux projet, c'est un projet qui va aussi dans le sens de la Toison d'Or. La Lotharingie, c'était le royaume issu du partage de l'Empire carolingien à la mort de Charlemagne. Le royaume de Charlemagne a été divisé en 3 parties. L'une était la France orientalis, la France occidentalis et la Francia Media. La Francia Media qui se trouve finalement entre l'Allemagne et l'Aquitaine. Donc c'est la Lotharingie qui a donné naissance à la Grande Lorraine, qui allait à l'époque des Pays-Bas jusqu'en Italie. Et donc en 2016, on s'y intéresse encore ? Oui, il y a des gens qui s'intéressent à la Lotharingie parce que c'est la colonne vertébrale de l'Europe et tout Européen convaincu qui réfléchit sur l'Europe, sur son histoire, ne peut que être intéressé par l'histoire de ce royaume perdu aujourd'hui puisqu'il a disparu, mais qui a été fondamental dans la construction de l'Europe. C'est sur cet axe que se sont édifiés les monastères, les centres de décision, les grands points, les capitales, voilà. Alors, des royaumes perdus, on va en trouver. Vous avez publié 2 livres qui sont En Héliopolis ou la fraternité perdue et retrouvée de l'adepte Fulcanelli. Donc, oui. 2 livres. Le premier qui est... attendez que je retrouve mes notes. Le premier livre, c'est Portrait d'un alchimiste du XXe siècle. Et le deuxième, L'alchimiste de la République. De la République. Alors moi, je pensais pouvoir faire une émission sur l'alchimiste de la République, mais ça sera pour une autre fois, puisque finalement, on ne pourra pas comprendre vraiment ce qui se passe si on ne parle pas un peu de ce portrait de cet alchimiste du XXe siècle qui s'appelle Fulcanelli. Voilà, et dont je peux donner le nom séculier, si on peut dire, le nom profane, qui était Jules Viol, et qui fut aussi membre de l'Académie des sciences et un homme de science remarquable. Ça, on reviendra un peu là-dessus en deuxième partie d'émission. Alors, Héliopolis, c'est le nom d'une cité sainte bâtie dans le delta du Nil. Voilà, cette cité, puisque l'adepte avait coutume ou se plaisait à faire signer son travail des 3 initiales FCH, qui voulait dire frère chevalier en Héliopolis. Il avait d'ailleurs recommandé à son disciple de faire précéder sa signature de ces 3 initiales. Donc Héliopolis est cette cité qui se situe près du Caire, pour la situer géographiquement, et qui fut un grand centre spirituel des pharaons, de la civilisation pharaonique. Il y a une histoire de soleil avec Hélios, non ? Alors voilà, il y avait un culte au soleil, et c'est là aussi, selon la légende, où le phénix venait se reproduire. L'oiseau légendaire de l'alchimie également. Alors vous dites que ça a été fondé par la race fondatrice de l'Égypte ancienne, les Shamsou, or... Oui, ça c'était pour oui. Mais Héliopolis c'était aussi à l'époque de l'adepte, c'était une cité qui renaissait de ses cendres puisque à un moment donné on a reconstruit une ville complètement nouvelle qui s'appelait également Héliopolis au même endroit. Alors quand vous dites de l'adepte, pourquoi vous l'appelez l'adepte avec un grand A ? Alors adepte, pour bien comprendre aussi, adepte, ce n'est pas comme on dit souvent, il est adepte de ceci, ou il est adepte des arts martiaux, ou il est adepte de ceci. Adepte au sens strict du terme, c'est adeptus, c'est celui qui a réussi, qui a atteint l'objectif. Donc n'est pas adepte qui veut. Il suffit pas simplement de vouloir quelque chose pour se définir comme adepte. Adepte, c'est le résultat acquis.
Vous l'appelez le maître et adepte Fulcanelli. Oui, le maître parce que il exerçait son magistère, d'ailleurs dans les deux domaines, celui de l'art royal, en œuvrant pour la quête de la pierre philosophale, et en même temps dans le domaine profane, par ses travaux scientifiques qui étaient d'ailleurs très proches de ceux de l'alchimie. Alors le peuple donc qui se passait à Héliopolis n'était constitué ni de guerriers, ni de prêtres, ni de rois. Ils étaient orfèvres et forgerons et les derniers survivants d'un continent englouti. Quel était ce continent ? Ce continent, ça nous ramène à l'Atlantide et ça nous ramène effectivement aux dernières préoccupations donc de Fulcanelli, puisque comme tout un chacun a pu entendre, son dernier ouvrage devait se reporter à cette thématique-là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire l'Atlantide et les différentes apocalypses qui sont liées à l'Atlantide, à savoir le bouleversement des mondes. Alors, le déluge, si on peut dire, le grand déluge. Alors, vous nous livrez les éléments d'une enquête dont le legs vous fut confié en 1969 par un moine bénédictin d'origine polonaise rencontré en Allemagne au cours d'un séminaire près de Coblence, le frère Dom Cyril. Voilà, le frère bénédictin Dom Cyril Krasinski, qui lui-même était pas n'importe qui était faux. C'est un personnage assez extraordinaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer étant très jeune, mais lui-même avait connu les parents de Marie Curie. Et il s'intéressait à l'alchimie et et donc il faisait partie de cette filière de sages, de grands initiés. En tant que Polonais, il avait été en contact avec la filière des bourriates, c'est-à-dire ceux qui enseignaient la médecine tibétaine, et lui-même avait été à de nombreuses reprises au Tibet. Donc c'était vraiment un personnage extraordinaire, il avait le don des langues et tout, et comme je m'étais confié à lui, il se confiait à moi, et c'est là où il m'a soufflé à l'oreille effectivement un certain nombre d'informations que j'ai gardées précieusement par-devers moi. C'est lui donc, Dom Cyril Krasinski. Et selon les usages et lois d'une filiation ininterrompue, qu'il se vit confier alors la charge lorsque les temps seront prêts de briser les sceaux afin que la lumière soit enfin faite. Est-ce que les temps sont prêts ? Oui, je pense que les temps sont prêts. D'ailleurs, j'ai laissé à plusieurs reprises publier des ouvrages d'une qualité, on va dire, assez médiocre, dont l'intérêt était surtout commercial sur Fulcanelli. Donc j'ai laissé passer tout ça. Et maintenant que je crois que le sac a été vidé de tout ce qu'on pouvait dire comme fadaises et rappelez-nous un peu les fadaises qu'on disait, parce que certains de nos auditeurs connaissent le nom de Fulcanelli, ne serait-ce que par les demeures philosophales, mais c'est vrai qu'on a dit plein de choses sur lui. Voilà. L'affaire remonte à Louis Pauwels. C'est Louis Pauwels qui va relancer Fulcanelli avec son fameux Matin des magiciens et son réalisme fantastique, où il y a tout un chapitre sur Fulcanelli qui va réveiller l'intérêt que l'on pouvait avoir sur ce personnage que Cancelier dont Cancelier avait entretenu la mémoire au travers d'articles, revues et parutions, mais dans un cadre relativement confidentiel. Tandis qu'avec le Matin des magiciens, tout d'un coup, l'affaire démarre et on se met à parler de Fulcanelli, et c'est là où on va avoir toutes sortes d'hypothèses, qu'il est devenu immortel, qu'il a rajeuni, qu'il est réapparu ici ou là, à tel point qu'il y a d'ailleurs aujourd'hui des sectes aux États-Unis qui se prévalent de Fulcanelli. C'est devenu une sorte de phénomène mystique. Ouais, c'est intéressant parce que lorsque ces demeures philosophales sont sorties et sont parues, finalement, ça n'a pas vraiment... non, ça n'a pas marché du tout.
il a fallu près de 30 ans pour épuiser 100 exemplaires. C'est pour dire que l'intérêt était vraiment très limité. Donc si à l'époque ils avaient voulu faire un coup de en faire un best-seller, on était loin du compte. Vous imaginez un peu le temps qu'il a fallu pour simplement épuiser les 100 premiers exemplaires. C'est absolument effrayant. Les mystères des cathédrales, ça fait partie des demeures philosophales? L'œuvre est composée en deux parties. Le mystère des cathédrales suivi des demeures philosophales que Cancelier a édité par la suite. Et les demeures philosophales sont elles-mêmes en 2 volumes. Mais en réalité, il y a une 3e partie qui n'a jamais vu le jour. Et dont on a quand même quelques éléments disséminés au travers du mystère des cathédrales et des demeures philosophales. Donc cette 3e partie dont Cancelier parle, c'est le fameux Finis Gloriae Mundi. Mais bon, ce sont des livres qui ne sont pas donnés non plus, hein. Oh, vous savez, maintenant, on les trouve en libre téléchargement sur Internet. Hein. D'accord, mais bon, quand il n'était qu'en papier, c'était pas évident. C'est pas un livre de poche à 4 €. Hein. Non. Bon. Vaut mieux aussi que ça le reste, parce que de toute façon, pour pouvoir s'intéresser à ces sujets, il faut quand même avoir un minimum d'appétence et de formation, et au moins un minimum de bagage culturel. Ce ne sont pas des livres d'accès facile non plus. Ah oui, mais on peut avoir simplement de la curiosité, comme ça m'est arrivé moi, et n'y rien comprendre, enfin, n'y comprendre pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, les demeures philosophales ? Alors, les demeures philosophales, le titre lui-même, Fulcanelli en donne la définition. Par demeure philosophale, il entend tout support symbolique de l'hermétisme, à savoir donc un bibelot conservé sous une vitrine, une pièce, un tableau, un monument d'architecture, un détail, ça peut être aussi une console de cheminée, etc. Par demeure philosophale, il entend tout objet susceptible d'avoir recueilli le message de la tradition primordiale, c'est-à-dire de la grande tradition hermétique. Le fameux Ars Magna. Ce qu'on appelle Ars Magna. Voilà. Donc c'est pas forcément quelque chose de grand. La demeure, comme le dit Fulcanelli lui-même, la demeure philosophale, ça peut être un simple bibelot. Pourvu que ce bibelot enferme l'esprit de l'art et contienne un message. D'accord. Et le mystère des cathédrales, lui, c'est plus axé sur le symbolisme. Voilà. Alors, ce qui a induit un peu en erreur, parce que beaucoup ont cru voir dans le mystère des cathédrales ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, à savoir, par exemple, une réflexion qu'on pourrait avoir sur la géométrie sacrée, ou pourquoi pas, comme c'est le cas maintenant, sur la géobiologie, les ondes, les champs de force, les choses comme ça, les volumes sacrés et tout. Mais c'est pas ça du tout. Le mystère des cathédrales décrypte pour l'essentiel que 2 cathédrales, celle d'Amiens et celle de Paris, et uniquement au travers des médaillons, dans lequel l'adepte lit le parcours du grand œuvre. On va revenir un peu à Héliopolis et vous parlez de communauté de frères héritiers d'une tradition christianopolitaine, les christianopolitains. Voilà, donc cette tradition, elle s'est perpétuée à travers les âges. On peut dire que si la naissance, elle est en Égypte, la tradition, c'est la communauté, on va dire, visible et invisible, des alchimistes et des grands adeptes. Oui, mais est-il logique de faire remonter l'alchimie à l'Égypte antique ? Ce n'est pas mon choix, c'est en fait l'alchimie, elle a des lieux de naissance multiples. Il y a une alchimie également hyperboréenne qui vient du nord. Il y a une alchimie, certains parlent d'une alchimie chinoise, mais on va dire que le foyer principal, sur lequel d'ailleurs nous avons le plus de traces et de documents, les fameux papyrus sur lesquels le collègue de Fulcanelli a travaillé, Maurice Berthelot, ces fameux papyrus trouvés en Égypte sont des documents alchimiques. Donc sur le foyer alchimique en Égypte, il n'y a pas de doute possible.
Est-ce que les Goths étaient antérieurs encore? Vous parlez de l'écriture sacrée qui sont des genres de hiéroglyphes. Alors runes, les Goths, ça vient bien plus tard. Ça vient après. C'est pour ça que on se pose la question de savoir si le terme d'art gothique vient du fait que les Goths ont transmis leur savoir, donc que ça serait vers 700-800 après Jésus-Christ, même avant, 500-600 après Jésus-Christ, et que les fondements de la science que l'on nomme et que l'on appelle art gothique auraient été originaires des Goths. Mais ça, on n'en sait pas trop. Voilà, on reste à l'état d'hypothèse et de conjonction. Ce qui est Conjecture, pardon. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que c'était une tradition orale? Oui. C'est la fameuse Kabbale solaire, et les Goths avaient cette particularité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'évêques au début de l'Église qui se forment en Europe, beaucoup d'évêques qui portent des noms gothiques. Et donc il y avait une tradition orale, voire runique. Donc cette alchimie est restée en tradition primordiale, comme le dit René Guénon, c'est-à-dire elle n'a pas été modifiée au cours des siècles, ce qui est quand même extraordinaire. C'est ça. Voilà, on n'est pas dans un mouvement de progrès comme la science moderne. On fonctionne différemment. On est dans le cadre de la tradition. Enfin, de la tradition primordiale. Alors, l'alchimie, c'est aussi Hermès, on est d'accord? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fête de l'âne? Ah, la fête de l'âne. Je trouve ça génial. Oui, ce sont des restes justement de ces traditions païennes qui se sont perpétuées même jusqu'à nos jours, puisque Fulcanelli en parle. Comme il parle de la fête de l'Alléluia et tout, donc on faisait venir un âne dans l'église, on l'habillait, et voilà, il y avait tout un cérémonial. Et c'est là où c'est intéressant parce que Fulcanelli en parle comme d'un souvenir ayant eu lieu à Langres. Or, il est né à Langres. Comme vous êtes né à Enghien, hein? On va le dire. Vous êtes un Anguinois. Alors, voilà. Ce qui est intéressant dans cette fête de l'âne, c'est que vous dites qu'il y avait la messe de l'âne, oui. Et que Jésus commença par être un dieu âne. Oui. D'ailleurs, on a des représentations très anciennes datant de l'époque de Rome, où le Christ est représenté sous la forme d'un âne crucifié. Ça, ce sont des graffitis qui datent du IIIe siècle. Et le fait que l'âne soit musicien alors qu'il a une voix qui n'est pas spécialement mélodieuse, comment? Oui, l'âne à la lyre. Oui, alors pourquoi mettre un âne musicien alors que sa voix n'est pas spécialement mélodieuse? Ah, parce que donc cet âne musicien, on le retrouve dans pas mal d'églises de représentation dans les églises médiévales. On le retrouve notamment, les plus connus sont à Bourges et à Chartres. Et il joue, à ce moment-là, de la lyre ou il joue de la vielle. Donc quand il joue de la vielle, la traduction, en fait, c'est l'âne qui veille. Mais l'âne est également un dieu païen. Et au travers de cet âne, c'est le dieu païen que l'on honore. C'est la douceur même, l'âne. Voilà. Oui, il y avait même donc dans les rituels, on parle de l'âne arrivant d'Orient. Voilà, donc de l'Orient nous est arrivé un âne beau et très puissant. Il a vaincu à la course les fans, les daims, les chevreuils. Et toute l'assistance entonnait ce chant au sein de l'église, au sein de la cathédrale. Ah oui, et puis Jésus arrivait sur un âne, pas sur un cheval. Et Jésus arrivait sur un âne, alors on mélangeait tout. Donc la messe de l'âne s'achevait par cette arrivée triomphante de Jésus sur un âne qui rappelle son arrivée à Jérusalem. On va faire une mini pause musicale, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, Johan Dreux.
Voilà une musique qui s'appelle Fusion alchimique sur l'antenne d'IDFM. C'est la deuxième partie de cet Au-delà du miroir où nous abordons Fulcanelli avec Johan Dreux. Johan Dreux, donc, avec ces deux livres qui sont en Héliopolis, en deux parties, portrait d'un alchimiste du XXe siècle, suivi de l'alchimiste de la République, ce fameux Fulcanelli. Vous dites aussi que ceux qui reprirent le flambeau se rassemblèrent sous la bannière des frères en Héliopolis ou encore de la communauté Rose-Croix, et le nom de leur cité idéale devint donc Christianopolis. On peut penser que les Rose-Croix donc descendent de ce temps-là. Alors, donc Christianopolis, la cité chrétienne par excellence, les Rose-Croix, a commencé par l'un de ses représentants les plus élus, celui qui a écrit la Fama Fraternatis, Valentin. Les Rose-Croix étaient tous chrétiens. D'ailleurs, le symbole même des Rose-Croix, c'est une rose posée sur la croix. Ils étaient tous chrétiens, mais c'est cette branche hérétique un peu du christianisme qui n'est pas forcément en odeur de sainteté à Rome. Il faut savoir aussi que, par exemple, si vous prenez le blason de Luther, c'est une rose également posée sur une croix. Donc beaucoup de Rose-Croix étaient, non seulement ils étaient chrétiens, mais ils étaient souvent dans la mouvance protestante, à savoir en opposition à Rome. D'accord. Donc on se trouve dans des mouvements dissidents, et les Rose-Croix prônaient l'accession au savoir du plus grand nombre. C'est pour ça qu'ils sont à l'origine de nombreuses académies qui sont devenues par la suite des académies aussi scientifiques. Ils avaient une volonté de diffuser les connaissances. Il y a quand même pas mal de secrets, c'est-à-dire de... Alors, il y a les secrets, évidemment. Tout ceci, surtout dans le contexte de l'époque. Les Rose-Croix œuvraient également à l'alchimie. Ils œuvraient dans tous les domaines scientifiques. Par exemple, un grand Rose-Croix qui était un peu comme Fulcanelli, à cheval sur ces deux mondes, c'est par exemple Kepler. Kepler, qui d'un côté faisait de l'astrologie, pratiquait l'hermétisme et tout, et de l'autre côté, écrivait les lois de l'espace. Puisque même les satellites aujourd'hui se dirigent selon les lois de Kepler. Sans compter sa représentation du système planétaire à partir des corps, des fameux 5 corps platoniciens. Le cube, la sphère, le tétraède, etc. Alors l'alchimie telle qu'on la connaît maintenant, enfin l'alchimie, est-ce qu'on peut faire une histoire de l'alchimie ? Bon, on pense qu'elle a démarré en Égypte, mais à quel moment elle s'est manifestée chez nous, au Moyen-Âge ? Oui, au Moyen-Âge. Elle se manifeste de deux façons. Pour l'essentiel, elle se manifeste à l'abri des monastères. D'ailleurs, c'est souvent dans les monastères que l'on va trouver soit d'anciens livres d'alchimie, soit des pratiques alchimiques. Alors, elle se manifeste dans les monastères pour deux raisons. D'une part, parce qu'on avait besoin de faire des feuilles d'or pour dorer les différentes statues et objets religieux. Or, la meilleure façon de faire des feuilles d'or, c'est de faire de l'or. C'est de faire de l'or. Et puis l'autre dimension, donc il y avait beaucoup de moines les moines pratiquaient l'alchimie, mais ils le faisaient pas en pensant qu'il s'agissait d'une discipline forcément ésotérique. Il y a même eu des papes qui ont écrit des traités d'alchimie et tout. À l'époque, l'idée de la transmutation de la matière était une idée qui n'est pas taboue, comme elle va le devenir par la suite. Et donc le deuxième aspect où l'alchimie est donc diffusée à partir des monastères, c'est l'aspect médicinal. Les moines font des plantes, font des herbes, font des onguents. Font des élixirs. Des élixirs. Et d'ailleurs, ça va être l'origine de cette branche qu'on va appeler aussi spagyrie, de spagéon, de réunir en un. Mais cette branche qui va être à l'origine de la pharmacie, effectivement. Donc la médecine universelle, d'un côté. De l'autre côté, on va dire la discipline métallurgique.
Donc la pierre philosophale et l'élixir de jouvence. Et l'élixir de jouvence. Et donc ceci va se diffuser à partir des monastères pendant tout le Moyen-Âge, d'autant plus que à l'époque, seuls les moines, donc après il y a la période des croisades, les Templiers vont ramener un certain nombre d'ouvrages d'Orient et les seuls à pouvoir les traduire sont les moines. Ils en profitent évidemment pour en retirer toute la quintessence en termes de recettes opératoires. Et après cette période, on va avoir donc une période assez longue, qui est l'âge d'or de l'alchimie, on va dire. Après cette période, on va arriver à la Renaissance. Alors là, l'alchimie va prendre sa physionomie moderne, à savoir celle qu'on lui connaît aujourd'hui, donc ésotérique, occultiste, parce que la Renaissance pratique l'art des emblèmes et l'art du double langage. Oui, alors faut quand même rappeler que l'alchimie, c'est quand même la chimie, et la chimie vient de l'alchimie, au même titre que l'astronomie vient de l'astrologie quelque part. Hein. On peut dire que dans alchimie, il y a le mot chimie. Oui, si on veut. Alors après, il y a des querelles sur la définition d'alchimia. Certains disent que ça vient du mot égyptien alchimia, qui veut dire la terre noire, donc la tourbe initiale, la matière première à partir de laquelle on va œuvrer. Il y a d'autres définitions sur l'origine étymologique du mot alchimie. Mais quoi qu'il en soit, la chimie, pas l'alchimie, mais la chimie, elle est bien issue de l'alchimie. Oui. Dans le deuxième, vous parlez des arts chimistes ou des hyperchimistes aussi. Hein. Oui, alors ça, ce sont des chimistes qui donc ça c'est la décadence de l'alchimie. Ce sont des chimistes qui s'inspirent de l'alchimie, mais sans en avoir l'état d'âme ni la discipline. Donc qui prennent à l'alchimiste des recettes, mais ils le font dans un contexte purement matérialiste. Voilà. Un fameux Marcellin Berthelot qu'on retrouvera dans la prochaine émission a pu pendant 2 ans consulter le plus ancien manuscrit qui datait de la fin du Xe siècle et qui était à Venise. Donc le plus ancien manuscrit d'alchimie, on peut dire. Est-ce que depuis on a trouvé encore plus ancien ou... Oui, il y a des traces surtout de pratiques alchimiques. Si on va vers les steppes, si on va vers le Grand Est, et même si on consulte des manuscrits dans les temples tibétains. Comment vous pouvez qu'est-ce qu'on peut penser que finalement cette alchimie elle était partout sur le monde. Enfin bon, elle était c'était une façon de voir le monde, c'était une façon de l'appréhender, de le concevoir d'une façon non analytique, comme le fait la chimie, qui justement opère par synthèse, c'est-à-dire que pour faire une synthèse, il faut bien dissocier l'ensemble des éléments. Or, la vision et la pratique alchimique est tout autre, elle est holistique, elle procède par le tout. Elle va du tout, voilà. Elle est dans sa méthodologie est à l'inverse de la méthodologie du chimiste. Elle intègre et ne dissocie pas, elle intègre au contraire. On a un Jolivet Castelot qu'on verra aussi la prochaine fois, qui était persuadé que le grand œuvre, c'est-à-dire le fait de pouvoir, qu'est-ce que c'est le grand œuvre déjà? C'est réaliser... Non, le grand œuvre, c'est atteindre à la pierre philosophale et, par voie conséquente, à sa propre transformation. Alors, la pierre philosophale, ce n'est pas de faire de l'or. Le but de faire de l'or n'est que le résultat ou n'est que le témoignage d'une démarche. Mais ce n'est pas le but, surtout pas le but de l'alchimiste. Eugène Cancelier et d'autres l'ont dit. C'est simplement pour témoigner qu'on est dans une certaine phase et qu'on a atteint un certain niveau dans le contrôle de la matière et du cosmos. Donc Jolivet Castelot était persuadé que le grand œuvre ne pouvait être mené à bien que grâce à une révélation divine. Qu'est-ce que vous en pensez? Fulcanelli en parle
lui, il lui donne un autre nom, il l'appelle le don de Dieu. Il en parle souvent dans son œuvre. Il l'appelle aussi la grâce. C'est-à-dire que sans cette grâce, sans cet élément qui ne relève pas de ma propre liberté, sans cette grâce, on ne peut pas aboutir. Et celle-là, la grâce, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Le don de Dieu, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et comment peut-on savoir ? Ça, Fulcanelli est absolument... d'ailleurs, j'en parle dans mon ouvrage. J'en parle, j'ai même tout un chapitre là-dessus. Ça, vous ne pouvez pas en décider vous-même. Ce serait trop facile. Ça serait trop facile, et donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on se met au niveau du chimiste. Lui, il n'a pas besoin de grâce ni de don de Dieu pour mener à bien ses opérations. Alors, il y a énormément d'alchimistes hommes. Est-ce qu'il y a eu des femmes aussi ? Il y a le fameux couple Pernelle-Nicolas Flamel, oui. Et il y a une femme sur laquelle j'enquête, qui a écrit justement des livres d'alchimie, est une femme extrêmement énigmatique, qui a été la sœur de Tycho Brahe. Alors, qui était Tycho Brahe ? Tycho Brahe était un astronome de la même veine que Kepler ou Galilée. J'ai plus exactement les dates, mais il est reçu à la cour de Charles II de Bohême. Il est d'origine suédoise. Et voilà, donc sa sœur a écrit, alors sa sœur, et je soupçonne que sa sœur, ce soit elle qui ait fait les fameuses planches de ce livre dont parle tant, le fameux codex de Voynich. Parce que sa sœur était... alors, c'est une longue histoire, mais c'est pas le sujet de l'émission. Mais sa sœur était spécialiste des plantes et des plantes médicinales, et elle avait créé un herbatorium dans l'île où Tycho Brahe avait fait construire son observatoire. Et j'ai fait des recoupements. Les planches du Voynich correspondent aux dessins des différents jardins de la sœur de Tycho Brahe. Donc il y aurait au moins une femme. Il y aurait au moins une femme, et j'enquête sur elle parce qu'elle a bel et bien existé. Et ses archives sont en Suède, et il faut simplement aller à Stockholm pour faire les recherches. Et elle a effectivement, en Suède, elle est connue comme étant une femme alchimiste. Donc on est au 16e, 17e siècle. Okay, plutôt 16e. 16e. On va revenir sur Fulcanelli. On peut donner ces dates quand même de... Oui. Alors, 1841. Ces dates, oui. Vous voulez les donner peut-être ? Allez-y. Donc, il est né en 1841. Il est décédé en 1923. Un bel âge quand même, 82 ans, c'est pas mal. Surtout pour l'époque, effectivement. Et alors, ce qui est amusant, c'est que j'avais glissé volontairement une erreur en publiant ces dates, parce que j'avais dû mettre qu'il était né le 17 novembre 1841, alors qu'en réalité, il est né le 16. C'est pas très important, mais je m'étais dit, s'il y a des gens observateurs et voilà, pointilleux et tout, ils vont vérifier et je vais recevoir donc un avis me disant que je me suis trompé tout. Non, mais j'ai jamais rien reçu. Ce qui prouve que les gens ne vont pas au fond des choses. Et donc la date exacte, c'est bien celle-là, du 15 novembre 1841, et il est décédé le 12 septembre 1923. Donc on le sait, on sait que c'est lui, parce que tous les éléments sont là, et je vous invite à aller à la grande galerie de l'Hôtel de Ville de Paris, où figurent tous ces blasons. Tous ces blasons avec ce fameux FCH ? Non, avec l'hippocampe. Alors l'hippocampe, justement, parlons-en de cet hippocampe. Qu'est-ce qu'il vient faire là, et qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie beaucoup de choses. Il signifie le mercure, parce que l'hippocampe, c'est un peu le cheval alchimique. C'est le mâle qui porte les œufs sur son ventre. Oui.
et qui les féconde. Donc on est là aussi dans une métaphore du processus alchimique, le petit mercure. Donc sur le blason, on va trouver ça aussi à la fin de ces demeures philosophales. Hein. Non, le blason figure à la fin du mystère des cathédrales, oui, avec la devise Uber Campa Agna, qui veut dire l'hippocampe fertilise la plaine. Mm-hmm. Campa, c'est hippocampe, hippocampa. Campa, Uber, c'est fertile, riche, ensemencé, ça rendre fertile. C'est l'hippocampe qui rend fertile. Et Agna, ce sont les plaines, les champs, la terre. Et on le trouve aussi on le trouve pas à la fin de la demeure philosophale? Non. À la fin des demeures philosophales, j'ai plus en tête, mais à la fin des demeures philosophales, il n'y a pas de, il n'y a que des planches, mais il n'y a pas de, non, il n'y a rien. C'est que à la fin du mystère des cathédrales. D'accord. Et ça a soulevé évidemment beaucoup d'interrogations, surtout que donc cet hippocampe figure avec une sorte de petit flambeau sur la tête, une sorte de lumière, voilà, qui sont 3 petits épis de blé. Mm. Et c'est là où c'est remarquable, parce que ces blasons figurent dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Paris, et ils ont été mis en l'honneur de Fulcanelli. Et au cas où on aurait un doute sur cette origine, à savoir qu'il s'agit bien de Fulcanelli, 2 autres blasons figurent à Dextre et à Sénestre, comme on dit, à savoir son nom figurant sous la forme d'une fleur de violette, à savoir son nom Violus, la violette, et l'autre blason, ce sont les fameux 3 épis. Alors les blasons, ils font quand même 3 mètres de long sur pratiquement 2 mètres de haut. Hein. C'est pas juste un petit truc, un petit détail dans un coin. Hein. C'est énorme. Donc on engage tous les auditeurs à aller voir à l'hôtel de ville de Paris ces 3 blasons. Oui, d'ailleurs à l'époque, je m'étais adressé à Delanoë, le maire de Paris de l'époque, parce que j'enquêtais sur ces blasons pour savoir s'il existait à l'hôtel de ville des archives. Et effectivement, il m'a dit, mais non, on n'a rien, et toute contribution serait la bienvenue. Donc depuis, ils ont eu la contribution et ils savent très bien quelle est l'origine et le pourquoi de ce blason. Et donc je peux juste dire en un mot que si ces blasons sont arrivés à l'hôtel de ville de Paris, c'est en profitant de la reconstruction de l'hôtel de ville de Paris, qui, vous savez, avait été incendié pendant la Commune, a été reconstruit dans les années 1870-75, et l'architecte en chef, Théodore Balu, était un ami intime de Jules Viol. Oui, ça c'est dans le 2e. Voilà, donc j'en parle que c'était. Et donc tout se tient, tout suit son fil conducteur. Ils sont pas arrivés comme ex nihilo, sans crier gare. Il y a un enchaînement de causes et de circonstances. Ce qui fait, et c'est l'objet de mon travail, c'est de démontrer à chaque fois, et non pas d'avancer sans pouvoir démontrer. Dernière pause musicale, on se retrouve vraiment tout de suite après. À tout de suite, Johan Dreux. Voilà, c'était un tout petit souffle, dernière partie de cette Au-delà du miroir avec Johan Dreux. Johan Dreux, est-ce que Fulcanelli, à son époque, il était connu, c'est-à-dire le nom de Fulcanelli? Alors, le nom de Fulcanelli n'était pas connu parce que, tout simplement, il n'avait pas fait paraître ses ouvrages, et lui-même, s'il les a écrits, n'a jamais su quel était leur destin, puisqu'il est mort. Il est mort avant d'en avoir vu la parution. Il est mort en 23 et les ouvrages vont paraître, je crois, en 1928 ou 1930. J'en parle, j'ai tout un chapitre dans le livre où j'explique la genèse de l'œuvre auprès de l'éditeur Pierre Dujol, mais lui-même ne les a pas vus. Et je suis tombé sur un certain nombre de documents, et c'est donc certainement son fils qui les a apportés pour qu'ils puissent être édités, et qui a financé l'opération. Donc le nom de Fulcanelli, personne n'en parlait? Personne n'en parlait. Par contre, c'est quand même important de savoir que Jules Viol
le physicien, parce que déjà, Jules Viol n'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est un physicien, mais c'est en même temps un homme de terrain. C'est un homme de science, il est brillant, il est extrêmement brillant, puisqu'il est reçu à la fois à l'école normale et à l'école polytechnique, il réussit tous les examens et tout. Finalement, il va choisir l'école normale, mais c'est un très brillant physicien, et c'est le premier physicien qui va, du point de vue scientifique, escalader le Mont Blanc, ce qui à l'époque était quand même pas... c'est pas rien quand même à l'époque, on est dans les premières ascensions du Mont Blanc, il va quand même escalader le Mont Blanc pour mesurer la température du Soleil. Et alors ce qui est intéressant, c'est que cette expérience du Mont Blanc et de la température du Soleil, elle est relatée dans les demeures philosophales, ce qui prouve une fois de plus qu'il s'agit bien du même homme, et avec cette conclusion, finalement, le Soleil est un astre froid. Parce qu'il y a une différence entre la température à la surface du Soleil et la température des rayons solaires. En fait, on le sait aujourd'hui, le Soleil n'est chaud que par ses rayons, par son rayonnement, et non pas par la chaleur à la surface. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait se poser sur le Soleil? On serait une grillé avant température quand même assez élevée, oui. Mais pas aussi élevée. On passe de plusieurs millions de degrés pour le rayonnement solaire à simplement quelques milliers de degrés, c'est-à-dire des températures d'un four puissant sur la surface même. Donc ce nom de Fulcanelli, il se l'est donné lui-même quand même. Alors, Fulcanelli, c'est la contraction de deux termes qui correspondent à ses travaux. C'est Vulcain et Hélios. Alors, c'est important de le souligner parce que, d'un côté, il menait des travaux sur les points de fusion des métaux. C'est un grand spécialiste du platine et des différents points de fusion, c'est-à-dire ce moment où le métal se liquéfie et projette une vive lumière. C'est les fameux points de fusion, un peu comme on a le point de fusion entre l'eau et la glace. Pour les métaux, on a des points de fusion. Et donc, Jules Viol, le physicien alias Fulcanelli, était le grand spécialiste de ça. D'où le nom de Vulcain. Vulcain, le dieu des forges, évidemment, le dieu qui tape son enclume et qui porte à fusion les métaux. Et de l'autre part, Hélios, en rapport avec le Soleil, parce qu'il a été le spécialiste en France, d'une part des températures du Soleil, d'où l'expédition du Mont Blanc, et également il était le spécialiste de tout ce qui concerne le rayonnement et la lumière. On disait aussi que c'était un grand électricien. Et c'était un grand électricien, ce qui lui a valu d'ailleurs, c'est quand même assez extraordinaire, ce qui lui a valu quand même de rencontrer Nikola Tesla à l'occasion d'un voyage. Il avait été invité à l'inauguration de l'exposition universelle de Chicago en 1800, je me souviens plus trop les dates, mais on les trouve dans mon livre. Je crois que c'était 1897 ou 93. Et à cette occasion, il va rencontrer Nikola Tesla, qui venait de monter sa première usine près des chutes du Niagara. Donc c'est quand même intéressant de penser que ces deux hommes se sont rencontrés, et ça va même beaucoup plus loin, puisque à son retour, Jules Viol va faire homologuer le système Tesla en tant que système de parafoudre pour les bâtiments publics. Paratonnerre qu'il appellera d'ailleurs Niagara. Exactement. Donc ce sont deux grands génies. Donc Fulcanelli-Viol, puisque il s'agit du seul et même homme, fut en quelque sorte le premier président de ce qui allait devenir l'EDF en France, la première compagnie d'électricité. Il était le président de l'Association des électriciens de France. Et ceci est dit et redit à maintes reprises par Eugène Cancelier, qui le dit presque avec un ton de complainte, à savoir que à chaque fois il fallait aller avec le maître au congrès d'électricité, qu'il l'emmenait dans les expositions et tout. Ça, Cancelier l'a dit abondamment ici et là. Donc ça, c'est encore une nouvelle fois des éléments qui permettent d'étayer le chemin que j'ai ouvert. Alors ça, c'était les belles époques de l'alchimie, on peut dire. C'était la belle époque de l'alchimie. Il y avait beaucoup d'alchimistes à cette époque-là. Je parle au 19e. Oui, alors il y a une grande période, beaucoup de scientifiques, mais c'est presque une mode. C'est pas un phénomène marginal comme on pourrait le penser. On a cité évidemment Jolivet-Castelot, mais il y a Berthelot qui va
qui passe des années et des années à traduire les papyrus égyptiens donc en alchimie. Il y a aussi Auguste Chevreuil. Il y a Raspail, vous parlez de Raspail aussi. Raspail aussi. Chevreuil, il passe tellement de temps sur l'alchimie qu'on le rappelle à l'ordre en lui disant vous avez quand même d'autres travaux scientifiques à faire, laissez un peu ça de côté. Donc il y a toute une mouvance alchimique à l'époque. Mais le plus curieux, c'est que Jules Viol, précisément, qui lui va faire paraître ces ouvrages qui vont avoir cette réputation et ce destin extraordinaire, lui n'en parle pas. Ben oui, il reste muet puisque finalement Parce qu'il est le seul à réellement travailler. Les autres s'occupent d'alchimie, mais dans le cadre des scientifiques de l'époque, c'est-à-dire dans le cadre d'une sorte de curiosité des cultures et civilisations. Berthelot plus dans l'idée de pouvoir récupérer des éléments intéressants pour son propre travail sur la synthèse. Et tous, ils sont plus. Mais il y en a un qui, par contre, suit et pratique la discipline de l'intérieur, et c'est effectivement Fulcanelli. Et c'est remarquable et c'est quand même assez extraordinaire de penser que cet homme qui a été si célèbre de son vivant, il faut savoir que tous les présidents de conseil étaient ses amis. Il se promène en carrosse avec les principaux responsables qui gouvernent la France. Il est nommé à la tête de la commission de l'armement pendant la guerre de 14-18. Il est le président d'innombrables sociétés, premier président de la Société de photographie de France, président. Il va contribuer à créer l'Institut de physique théorique, d'optique théorique, qui est la pointe de la science. Et on pourrait comme ça citer pendant des heures toutes ses contributions, ses travaux et les personnages remarquables qu'il rencontre et qu'il fréquente. D'ailleurs, Cancellier dit qu'il était un intime et un proche de Pierre et Marie Curie, par exemple, entre autres. Et c'est lui qui a contribué à la formation de Marie Curie. Ça, on le verra dans la deuxième partie, puisqu'on verra qu'il était même copain avec Papus. Oui. Alors, de son vivant, c'est un homme qui jouit d'une certaine célébrité, on va dire d'une certaine célébrité, mais tout en étant dans la retenue, alors que, par exemple, un Berthelot ne va pas hésiter à prendre des postes pour être ministre de l'Éducation alors qu'il n'entend rien du tout, et recevoir des hommages à n'en plus finir, et même finir au Panthéon. Alors que si on regarde le bilan comparatif entre les travaux de Jules Viol et ceux de Maurice Berthelot, Marcellin Berthelot, ceux de Jules Viol sont infiniment supérieurs. Alors il est où justement Jules Viol ou Fulcanelli? Il est enterré où? Alors c'est un franc-comtois. Et d'ailleurs ça en dit très long, parce que en Franche-Comté on a vraiment une tradition du feu. C'est le pays où on fait les fours, les poêles à faïence. Voilà, c'est un franc-comtois et il est enterré en Bourgogne. Où ça? Il était enterré en Bourgogne, non loin de Gevrey-Chambertin, tout juste à côté. Et lui-même avait ses propres vignes et il faisait son petit vin. Donc il est enterré dans ses vignes ou dans un cimetière? Il est enterré dans un cimetière. On peut, moi-même, j'honore sa tombe. Voilà, donc non, il n'y a pas de. Est-ce que sa tombe est fleurie ou est-ce qu'il est complètement? Quand j'y pense, oui. Oui. Quand vous y pensez, vous, oui. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de culte, voilà. Voilà, il n'y a pas d'admirateur anonyme pour l'instant. C'est pas marqué alias Fulcanelli. Non, et d'ailleurs, je fais en sorte que, parce que quand même, il y a des éléments de famille, et il y a encore des gens, il y a toute une génération avec qui je suis en contact, et je tiens pas à ce qu'ils soient perturbés si tout d'un coup, une foule venait en masse se précipiter au cimetière pour honorer sa tombe. Ce qui peut-être va bientôt arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, le fameux frère d'homme Cyril, oui. Se fit confier donc la charge lorsque les temps seront prêts de briser les sceaux afin que la lumière soit enfin faite. La lumière sur quoi? D'une part, je considère important, le but de mon travail, c'est de montrer la vérité d'un homme, c'est-à-dire que derrière le personnage légendaire, il y avait un homme de chair et de sang, avec ses préoccupations, sa famille et tout, comme tout alchimiste d'ailleurs,
d'honneur, hein, comme Eugène Cancelier lui-même, avec ses deux filles. Voilà, donc c'est montrer l'homme tel qu'il est pour comprendre l'homme également de légende. Parce que on ne peut apprécier l'un que si l'on connaît l'autre, et vice-versa d'ailleurs. Donc j'ai voulu rendre un corps pour qu'il ne soit pas simplement qu'un corps de gloire, parce qu'à partir de ce moment-là, si on ne peut pas le préciser, si on ne peut pas l'incarner, on va avoir des phénomènes de discrétion, voilà, on va pouvoir dire tout et n'importe quoi, tout et son contraire, ce qui a commencé, et c'est cela que je voulais éviter. Donc, il a eu des disciples, on est d'accord, on les verra dans... Et malheureusement, on peut dire par rapport à d'autres alchimistes que pour l'instant, Fulcanelli n'a pas formé école. C'est peut-être le grand drame. Et le seul élève a été Eugène Cancelier. Eugène Cancelier, après, a formé d'autres élèves, d'ailleurs que je connais pratiquement tous, je les connais tous, ceux qui sont encore en vie, parce qu'ils sont âgés maintenant, beaucoup ont disparu. Mais voilà, on n'a pas, je n'ai pas localisé une école. Peut-être y en a-t-il une, mais je ne la connais pas pour l'instant, puisque, comme vous savez, en dehors de Cancelier, on ne connaît personne d'autre qui aurait reçu ou bénéficié de l'enseignement de Fulcanelli. Cancelier le reconnaît, lui. Oui. Est-ce qu'il aurait fait le grand œuvre, Fulcanelli ? Ah oui, pour moi c'est indéniable. Et on pourra en reparler la fois prochaine. Mais pour moi c'est indéniable. Et c'est pour ça que je l'appelle l'adepte, parce qu'il a réussi. Donc là, vous dites que les alchimistes que vous connaissez sont tous des personnes âgées, mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une reprise du flambeau ? Je pense que comme tous ces mouvements-là, la tradition se perpétue, elle n'est pas forcément visible, parce que c'est une tradition visible et invisible, que peut-être qu'en ce moment nous sommes dans une période où il est nécessaire qu'elle se rende invisible à nouveau, et qu'elle ressurgira comme les Rose-Croix qui ont leur cycle d'apparition et de disparition. Hein. C'est le sens même du message Rose-Croix. Nous, Rose-Croix, apparaissons. Ils avaient placardé leurs affiches à l'époque de Louis XV, et puis après ils ont disparu, et ainsi de suite. Mais les alchimistes, c'est un peu pareil. Ils ont des périodes par cycle où ils apparaissent et ils disparaissent. Donc là, je pense qu'en ce moment, nous sommes en train, et en plus vu les temps où nous sommes, qui sont des temps très durs, nous sommes dans un cycle de plomb, c'est le cas de le dire, il n'est pas opportun qu'ils se manifestent. Il y avait la table d'émeraude qui les réunissait, c'était une librairie qui se trouvait dont je connais rue de la Huchette, qui a disparu, donc ne la cherchez plus. Mais en plus, son propriétaire est un ami à moi, puisqu'il s'agissait de Bernard Renaud de la Favrie, que j'ai très bien connu, et avec lequel j'avais organisé le colloque en l'honneur d'Eugène Cancelier en 99. Ce qui est intéressant, c'est de se demander comment tous ces alchimistes finissent par se retrouver, parce que il suffit pas de taper sur un moteur de recherche alchimiste. Non. Et alors la dernière des choses, là où vous pouvez avoir la preuve sûre et certaine qu'il ne s'agit pas d'un alchimiste, c'est lorsqu'il vous propose de faire des séminaires pour apprendre à faire la pierre philosophale, le tout contre monnaie sonnante et trébuchante. Là, vous êtes sûr, à tous les coups, que ce n'est pas un alchimiste. Parce que jamais un alchimiste ne demanderait un seul centime pour enseigner son art. D'ailleurs, Cancelier avait des élèves, mais il ne lui venait même pas à l'esprit l'idée de demander une rétribution quelconque. On trouve vos livres, c'est la collection Le Lys Rouge, on est d'accord ? Oui. On les trouve où, vos livres, vos deux livres ? Alors, on peut les trouver sur Amazon, et puis on peut les trouver sur mon site. Donc c'est Toison d'Or, mais Toison s'écrit en vieux français, à savoir TOYSON, Toison d'Or en un seul mot, .com ou bien .wordpress.com. Donc Toison avec un Y, parce que quand vous regardez dans les archives du duc de Bourgogne, l'armorial de la Toison d'Or, vous verrez que Toison est écrit TOYSON. Oui, on pourrait faire plein d'émissions avec vous. Vous nous parlez de la Bourgogne
Et de la Toison d'Or, ça pourrait faire une émission à elle toute seule. Oui, et puis même sur Fulcanelli, il y a tant et tant à dire. J'ai quand même, dans mon site, il y a déjà près de 200 articles pour ceux qui veulent simplement s'introduire à son œuvre, à sa vie, à sa pensée, tout. Et tout n'a pas été dit. Moi-même, je suis loin d'avoir tout résolu. Sinon que nous avons une référence en chair et en os, et c'est déjà pas mal. Alors, on peut terminer l'émission avec sa devise, ou tout du moins cette phrase que vous nous disiez tout à l'heure, qui était à la fin des mystères des cathédrales. Ah, la devise Uber Campagna, l'hippocampe qui fertilise la terre. Ben on va c'est le processus alchimique, voilà, par excellence. C'est-à-dire le mal qui féconde, voilà. On va réfléchir à ça, on se retrouve dans quelques temps pour la deuxième partie de cette émission où on ira vraiment voir ce qui se passait avec tous les alchimistes de cette époque. On parlera de Berthelot, mais aussi d'Anatole France, de voilà, et puis je pourrais évoquer un petit peu en filigrane la méthode que Fulcanelli lui-même avait suivie pour son œuvre. Comme vous savez, on distingue entre différentes voix, la voix sèche, la voix humide, et je pense que Fulcanelli avait une troisième voix. Bon, ça va nous intéresser. Je vous remercie beaucoup, Johan Je vous en prie. Fulcanelli, l'alchimiste de la République, ou Fulcanelli, le portrait d'un alchimiste du XXe siècle, Johan Dreux, ça s'écrit J-O-H-A-N. Merci beaucoup. Comme Jean, la lumière. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.